Bonjour. 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 Alors, bonjour, M. Convenel. C'est avec plaisir. En français. Donc, Joliette dispose de 20 minutes à présenter son cas au juge. J'ai ajouté les cartons pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle sera arrêtée afin de passer à la période des questions. Les périodes de questions durent un maximum de 5 minutes est allouée au juge à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre université. Alors, bonjour, M. Convenel. C'est avec plaisir aujourd'hui qu'on vous rencontre afin de discuter de votre situation. Donc, je présente l'équipe de fiscalistes qui a travaillé sur votre dossier. Nous avons Marie-André Piongueillette, Marc-Antoine Caron et moi-même, Julie Pellerin. On a préparé un ordre du jour afin de traiter de tous les points importants durant la rencontre. Donc, premièrement, nous allons parler de la restructuration de votre société gestion. Ensuite, nous allons parler du rachat des actions privilégiées de la compagnie design de votre amie Mélanie, de votre sœur, pardon. En troisième lieu, nous allons aborder le point de l'acquisition de la franchise Eurolife, un achat potentiel que vous pensez faire peut-être dans le futur. Puis, considérant ce point-là, il y a aussi un déménagement admissible relié à cette acquisition-là dans l'éventualité où est-ce que vous faites l'acquisition. En quatrième lieu, nous allons parler de la perte sur l'emprunt que vous avez fait à une amie de montant de 25 000 $. Et en dernier lieu, nous allons aborder certains points importants dans votre situation. Donc, je vais tout d'abord commencer en vous parlant d'une façon de protéger vos actifs relativement à votre entreprise de location. Présentement, en cas de recours, les actifs relativement à la location ne sont pas protégés des autres actifs comme vos placements que vous possédez dans votre gestion et des autres choses comme ça. Donc, votre situation actuelle que vous vous présentez, vous êtes propriétaire, vous êtes actionnaire de Gestion Fontenelle Inc. à 100%. Donc, ce que nous vous proposerons pour protéger vos actifs. Donc, on pensait qu'il serait bien de créer une nouvelle société pour les biens locatifs. Donc, en transférant les biens locatifs dans cette société, il sera possible de les protéger contre des recours légaux, étant donné qu'ils sont considérés, deux gestions sont considérées comme des entreprises différentes et les biens de une ne sont pas les mêmes que les biens de l'autre, même si l'actionnaire en haut est la même chose. Donc, tout d'abord, nous avons décidé de transférer le terrain, le matériel roulant, la dette qui était liée au bâtiment ainsi que le bâtiment. Donc, d'un point de vue fiscal, il est permis de faire un roulement sans conséquences fiscales en fonction du prix de base rajouté, c'est-à-dire votre coût initialement lorsque vous avez acheté les biens. La fraction non amortie du coût en capital, soit dans le fond le coût en capital moins ce que vous avez pris comme amortissement depuis que vous l'avez, ainsi que la juste valeur marchande. Donc c'est un petit peu un plafond également parce que le maximum de somme convenue que nous pouvons prendre pour un roulement, c'est la juste valeur marchande. Donc, ici je vous ai préparé un beau petit tableau représentant les différents éléments pour chacune des situations. Donc le terrain, nous avons choisi de prendre comme somme convenue pour le transfert le PBR qui était le montant le moins élevé de tous. Donc en prenant le PBR, ça ne vous donne aucune conséquence fiscale immédiate relativement à ça. Et le bien transféré aura un PBR dans la nouvelle entreprise de 53 000, c'est-à-dire le même que présentement. Donc il n'y a aucun impact fiscal lié au roulement. Ensuite, pour le matériel roulant, ici la juste valeur marchande était inférieure à la fenêtre. Par contre, étant donné que vous êtes lié à votre nouvelle gestion, donc il y aura une perte apparente de 10 000 $ qui sera refusée d'un point de vue fiscal. Par contre, elle va venir augmenter la fraction non amortie du coût en capital que vous aurez le droit dans la nouvelle entreprise. Et pour l'immeuble, étant donné que la fraction non amortie était le moins élevé de tous, pour limiter les impacts fiscaux immédiats, on a décidé de le choisir. Donc, le roulement ne crée aucun impact fiscal et vous protégez vos actifs tels que vous le souhaitiez. Le capital versé ainsi que le PBR des nouvelles actions que vous aurez est de 107 000, ce qui représente
la somme de toutes les sommes convenues que nous avons présentées diminuée de la dette, de l'ajustement en chambre de la dette que vous aviez qui était de 520 000 $. Donc ici on peut voir que le PBR des biens n'a pas changé pour ceux qui sont amortis, mais qu'il y a une dépréciation censée prise qui est affectée. Donc la fraction non amortie du compte capital demeure la même. Donc en résumé, vous protégez vos biens contre les créanciers et il n'y a aucun impact fiscal immédiat. Donc ensuite, vous vouliez savoir une façon de procéder pour limiter les impôts possibles relativement au rachat des actions privilégiées que vous possédez dans la gestion Mélanie Inc. Donc, on va procéder en 2 étapes pour limiter les impôts relativement à cette transaction. Étant donné que lorsqu'il y a un rachat, vous auriez un dividende réputé que vous devriez vous imposer en fonction de la situation actuelle que nous présenterons à la prochaine diapositive. Donc, sur la situation initiale, vous avez des actions privilégiées dont la valeur de réalisation est de 10 000 $. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'elle vous souhaitera racheter ces actions, vous aurez un dividende réputé à cause que, selon la loi d'impôt, un rachat crée un dividende réputé pour la différence entre le produit de disposition et le capital versé initialement émis. Si vous ne savez pas c'est quoi un capital versé, dans le fond, c'est le montant que vous avez mis dans l'entreprise initialement pour acquérir les actions. Donc, par exemple, si vous avez mis 100 $ avant, donc votre capital versé serait de 100 $. C'est une somme que vous pouvez sortir libre d'impôt. Donc, la situation que nous vous proposons afin de minimiser les impacts fiscaux immédiats serait de transférer vos actions que vous possédez dans Gestion Mélanie pour des nouvelles actions qui seraient émises de Gestion Fontenelle. Par exemple, des actions privilégiées, donc qui auraient les mêmes caractéristiques que les actions que vous possédez présentement. L'avantage de ceci, les dividendes entre 2 sociétés associées ne sont pas imposables. Donc, ça vous permettrait de sortir l'argent dans votre gestion et de ne payer aucun impôt relativement à la transaction. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, sans cette planification fiscale, vous payeriez 4 600 $ d'impôts relativement à la transaction. Donc, du 10 000 $ qu'il vous donnerait, vous n'auriez que 5 400 $ relativement. En optant pour une société de gestion qui recevrait le rachat, le dividende réputé lié au rachat serait non imposable. Donc, en résumé, il y a report de l'imposition pour le rachat, donc vous ne serez qu'imposé lorsque vous voudrez sortir l'argent de votre gestion que vous possédez actuellement, et ça augmente les liquidités de la même gestion de 10 000 $. Donc, un point très important de notre rencontre, c'était l'acquisition potentielle de la société une société européenne, en fond Eurolife. C'est une société pharmaceutique qui a fait ses preuves en Europe. Par contre, elle n'a pas fait encore ses preuves au Québec. Donc, ça serait bien de faire une étude de marché puisque c'est une acquisition qui est plutôt risquée, en fait, parce qu'on n'a pas de preuves comme quoi ça serait une société rentable au Québec et tout. Donc, lors de l'acquisition, vous allez avoir beaucoup de responsabilités que, comme vous avez mentionné, vous avez toutes les responsabilités de franchisé lors de l'acquisition. Pour qu'est-ce qui est du prix, le prix est d'un montant de 250 000 $. On va vous mentionner quelques options plus tard en ce qui concerne le financement de la transaction. C'est un montant non remboursable. Ce montant-là, vous faites l'acquisition en fait des actifs, le nom commercial de l'entreprise ainsi que le modèle d'affaires. Il s'agit d'actifs admissibles, donc qui vont être amortis à un taux de 7 % par année. Puis, on vous offre aussi un support de 3 ans. Par contre, ça serait important pour le support de s'assurer qu'il y a un support au Canada puisqu'il y a un certain décalage avec l'Europe et on pourrait avoir des difficultés si jamais on a besoin d'informations, si jamais on a des questions. Donc, ça serait préférable qu'il soit vraiment au Canada le support. Donc, je vous propose tout de suite 2 modes de financement au niveau de la transaction. Donc, la première option, ça serait de faire l'acquisition directe de la société, de la franchise. Donc, vous-même, vous feriez l'acquisition de la franchise et le financement, ça pourrait être via
premièrement, si vous ne vendez pas la maison, vous pouvez la réhypothéquer, ce qui réhypothéquer la maison ainsi que le chalet, qui donnerait un montant de 225 000 $. Puis vous avez un montant admissible dans votre CELI de 42 000 $. Puis le montant que vous avez besoin, c'est 250 000 $. Donc, vous pouvez avoir accès aux liquidités nécessaires avec cette transaction. Par contre, si vous ne voulez pas vendre votre maison, il y a aussi une autre possibilité. Vous pouvez vous pouvez hypothéquer le chalet, ce qui amènerait un montant de 175 000 $. Vous pouvez aussi utiliser le montant au CELI de 42 000 $. Puis, la vente de la maison de 182 000 $. J'ai inversé les deux, mais dans les deux situations, vous allez avoir accès au montant de 250 000 $. Vous n'êtes pas obligé de vendre la maison pour y avoir accès. Ensuite, il y a une deuxième option qui s'offre à vous, c'est le financement via votre société de gestion que vous détenez présentement. Donc, ce qu'on vous conseille de faire pour avoir les liquidités nécessaires lors de la transaction, tout d'abord, ça serait de vendre les actions. Vous avez des actions canadiennes et américaines. La vente de ces actions-là vous apporterait si on prend en considération toutes les transactions que vous devriez faire pour avoir le montant, c'est ça, il y aurait la vente de ces actions-là. Par contre, le montant qui vous resterait dans les poches ne serait pas assez élevé pour avoir accès aux 250 000. Ça prendrait un autre montant d'environ 20 000. Donc, on vous conseille de disposer de 20 000 de votre dépôt à terme. Par contre, il y a certaines pénalités. Comme vous l'aviez mentionné, il y a une pénalité de 3 %. Donc, il y aurait un 6 000 $ de pénalité. Par contre, si le taux du marché est plus élevé que 3 % ça serait bénéfique pour vous de faire ça. Sinon, il y aurait d'autres options comme un emprunt ou un autre emprunt ou quoi que ce soit. Mais pour nous, selon nous, ça serait l'option optimale si vous procédez par le financement via la gestion. Donc, vous auriez un montant disponible d'environ 252 000 $, comme ça. Ce qu'on vous propose, c'est le financement via la société de gestion. Pourquoi? Tout d'abord, on a analysé les deux situations. Dans les deux cas, si vous répondez à certaines conditions, vous êtes admissible à une déduction pour gain en capital. Qu'est-ce que c'est une déduction pour gain en capital? C'est que si vous réalisez un gain en capital lors de la disposition de votre entreprise, vous pourrez réduire ce gain en capital avec la déduction. Si vous répondez, bien sûr, à 3 critères. Le premier critère étant que durant les derniers 24 mois, vous détenez les actions. Le deuxième est que durant les derniers 24 mois, 50 % de vos actifs doivent être des actifs admissibles. Des actifs admissibles, c'est des actifs qui sont utilisés à plus de 50 % dans la société. Puis la troisième condition, ça serait qu'au moment de la disposition, 90 % des actifs soient des actifs admissibles. Par contre, ça c'est à la vente potentielle, si jamais ça ne fonctionne pas, vu que c'est quand même un risque, on ne sait pas si on va faire des revenus ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez bénéficier de cette déduction-là, c'est les critères à respecter. Donc, pourquoi on vous propose le financement via la société de gestion? Le gros point, ça serait le dividende, un dividende intersociété que vous pouvez verser directement à la société de gestion, de la franchise à la société de gestion, un dividende qui n'est pas imposable étant donné que c'est un dividende intersociété. Donc, étant donné que dans les deux situations, il y aurait possibilité de bénéficier de la déduction pour gain en capital, ce n'est pas un avantage, c'est un avantage pour les deux situations si, advenant le cas que ça se produit. Mais un des avantages aussi, si on finance la transaction, si vous financez directement la transaction, c'est que vous allez devoir, si vous contractez un emprunt, vous allez devoir vous verser un salaire ou un dividende qui, eux, sont imposables, contrairement à l'autre option si vous financez par une société de gestion. Ensuite, il y a vous nous aviez donné certaines informations, entre autres le loyer. Juste préciser que c'est sur une comptabilité de caisse. Donc, l'argent déboursé durant l'année que vous allez pouvoir déduire dans l'année en question. Les frais de formation, les formations, je crois, sur 2 semaines, ils sont déductibles dans les revenus soit de gestion ou les revenus
En fait, c'est avec déductible dans les revenus de la franchise, étant donné que c'est relié aux activités de la franchise. Ensuite, il y a les frais de publicité aussi et les redevances annuelles de 1,5 % qui vont être déductibles dans la franchise. Ensuite, il y avait, pour vous deviez déménager, si on passe... OK. Vous deviez déménager de Bromont à Montréal, parce que l'exploitation de l'entreprise doit... En fait, on veut que l'exploitation de l'entreprise se fasse à Montréal. Il s'agit d'une réinstallation admissible, étant donné que vous vous rapprochez de plus de 40 km d'un nouveau lieu de travail. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a certains frais de déménagement qui vont être déductibles, comme si vous vendez votre résidence, les frais de commission, quoi que ce soit. Puis, le 20 000 d'indemnité que vous recevez est imposable. Par contre, il y a les frais de déménagement qui sont déductibles. Donc, on a fait le calcul là, si vous disposez du chalet, de la maison pour vous installer à Montréal. Et on arrive avec, étant donné que vous avez droit à une déduction pour résidence principale, on arrive avec un gain en capital de 36 000 si jamais vous disposez de votre résidence. Donc, pour poursuivre, votre ami Daniel vous avait demandé un prêt pour l'aider dans son entreprise, pour l'aider à progresser, investir dans son entreprise et tout. Mais Daniel a fait malheureusement faillite. Donc, il s'agit ici d'une créance irrécouvrable. Il y a des mesures fiscales pour ça. Dans le fond, c'est comme si on vendait la créance à une juste valeur sur le marché de 25 000 et à un coût de 0. Donc, non, excusez-moi, l'inverse, une juste valeur de 0 à un coût initial de 25 000. Donc, ça vous fait une perte déductible de 25 000 fois 50 % si on la considère comme une perte déductible normale, ce qui s'avère être un 12 500 de perte déductible de votre revenu directement. Par contre, une créance irrécouvrable d'une société exploitée d'une petite entreprise s'avère être déductible à 100 % du revenu imposable si elle se qualifie aux critères. Cependant, il nous manque certains renseignements pour conclure dessus. On n'a pas l'information sur les actifs de la société à Daniel, ainsi que, heureusement, on pourrait faire cette transaction-là puisqu'il n'y a pas de lien de dépendance avec Daniel, c'est juste notre ami, il n'y a pas de lien du sang qui vous unit à elle. Puis, très important, le prêt que vous avez octroyé à Daniel doit être auto-prescrit, étant dans le but de gagner un revenu. Pour ce qui est des autres points, on avait différentes considérations à prendre. Donc, vous mentionnez que vos enfants auraient besoin de 200 000 $ pour toutes leurs études. Donc, on a mentionné ici qu'il y a un moyen d'investir dans un régime d'épargne, un régime enregistré d'épargne études, excusez-moi, de 50 000 $ maximum par enfant. Donc, s'il fait un montant de 150 000, seulement un 50 000 à combler, ça comporte plusieurs avantages. Vous contribuez directement au gouvernement, ce qui fait que le gouvernement contribue lui aussi également. Puis, les revenus seront imposés via vos enfants qui n'auront pas beaucoup de revenus à ce temps-ci de leur vie. Donc, ne paieront pas beaucoup d'impôts sur ces revenus. Puis, ou peu, pas du tout, au fait. Ainsi que les parents pourront décider si le capital vont aux frais de scolarité pour les enfants ou si les parents reprennent le capital, donc de 150 000 $. Pour combler le 50 000 $ additionnel, il y aurait la cotisation possible au CELI de Sylvain, qui ferait des revenus qui seraient non imposables de ces cotisations-là. C'est non déductible, sorti sans pénalité lorsque vous le désirez, donc lorsque le besoin se voit. Puis, il n'y a pas de règle d'attribution qui s'applique dans le CELI. Donc, il est également possible de contribuer au CELI de Nathalie ainsi qu'à votre CELI pour cette année même de 10 600 $. Par la suite, la cotisation de Yves Auréard. Très importante, cotiser Auréard de votre conjointe, puisque votre conjointe a un revenu assez faible, ce qui fait que ça va vous coûter beaucoup moins cher d'impôts lors du retrait, lors de votre retraite. Puis par la suite, le prêt à l'actionnaire, on doit l'inclure en 2011, donc faire une déclaration amendée pour s'imposer sur un revenu de 24 750. Il s'agit d'un prêt sans intérêt, donc la loi exige d'inclure ce prêt. Puis, sur le remboursement effectué de 27 000, très important d'inclure les intérêts auto-prescrits en 2011 également, donc probablement une déclaration amendée à effectuer.
Pour les, vous avez opposé une cotisation. Donc, les frais d'opposition d'honoraires professionnels de 12 000 sont déductibles, puisque normalement, ça ne serait pas parce que c'est en vue de gagner du revenu. Cependant, le gouvernement le permet dans cette situation-là. Par contre, tout ce qui est impôts, pénalités, intérêts, c'est non déductible à votre revenu. L'allocation de déplacement, il y avait un petit peu trop d'allocations, donc un 2 sous par kilomètre, très important à considérer. Puis, crédit de rénovation majeure. Je sais que vous avez fait des rénovations majeures sur votre maison. En 2010, très important également à considérer, de 15 sur vos dépenses, gardez vos factures. Puis, crédit des frais de scolarité à transférer au père, très important, ainsi qu'un CDC de 37 000 libre d'impôts à sortir de la société avant de la vendre. Je vais commencer par... Lorsqu'on parlait des actions de Mélanie, ma sœur, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité peut-être plus simple de procéder au rachat des actions ou de sortir de la compagnie? Je sais que vous avez passé par la société de gestion, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen plus simple? Il y a toujours un moyen que vous le vendiez à quelqu'un à l'externe, mais cette personne-là va devoir quand même s'imposer sur des sommes. Puis il faut quand même trouver un acheteur pour une telle chose. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Probablement autant compliqué que de créer une nouvelle gestion pour faire l'acquisition. Est-ce que ma soeur pourrait les acquérir? Étant donné que vous êtes lié à votre sœur, elle pourrait les acquérir. Par contre, il n'en demeure pas moins que lorsqu'elle devra les acheter, les faire acheter par la compagnie, c'est elle qui devra payer un dividende réputé. Donc, à mon avis, elle n'a pas vraiment avantage à faire ainsi. Vous avez parlé qu'il y avait un CDC de 37 000 dans la compagnie. Qu'est-ce que vous me recommandez de faire avec ce solde fiscal-là? Le CDC devrait être versé, en fait, à moins qu'il y ait toute transaction pour pas qu'il y ait de perte en capital, étant donné s'il y a une perte en capital, ça peut réduire le solde dans le compte de dividende en capital. Et le dividende qui est versé d'un compte de dividende en capital est un dividende sans impôt. Donc, ça serait bien de le verser avant toute transaction, dès le début, en fait, avant de rouler, par exemple, les meubles. Okay, donc, vous me recommandez de sortir ce compte-là de ma compagnie? Oui, de verser le dividende en capital, de vous verser le dividende en capital. Et comme vous avez sûrement remarqué avec mes états financiers de la compagnie, j'ai pas de liquidité. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez soit vendre un placement pour le faire, vous pouvez soit le déclarer mais pas le payer tout de suite. Il va falloir que ça soit payé un jour. Ça pourrait être des options. Si je ne me trompe pas, vous avez également une avance de 24 000 qui restait. Pourquoi pas l'utiliser 24 000 qui reste avec votre dividende pour du CDC, il vous resterait juste à trouver 13 000 d'une autre façon. Est-ce que vous avez pensé à inclure ma femme et mes enfants dans l'actionnariat? Ben, il y aurait toujours possibilité de créer une fiducie en devenant pour fractionner la déduction pour gain en capital si on conserve, mettons, les sociétés pendant plusieurs années, comme l'on vient d'acquérir. Si vous faites l'acquisition, par exemple, de la franchise et que dans quelques années, elle prendra valeur, si on inclut une fiducie, on va pouvoir fractionner le revenu, en fait, la déduction pour gain en capital qui serait de 750 000 pour chaque individu, en fait. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur la fiducie? C'est quel type de fiducie? Comment ça fonctionne? Ça peut être une fiducie entre vifs. Dans le fond, ce serait vous qui seriez le constituant. Vous nommeriez un fiduciaire qui gérerait le tout et vous pouvez nommer tous les bénéficiaires que vous souhaitez. Donc, selon une fiducie, exemple, vous pouvez nommer vos enfants majeurs, vos enfants mineurs. Par contre, les enfants mineurs, si vous leur versez un revenu de dividende, ils vont être imposés à un taux, au même taux que vous, à cause de la quitte-taxe. Donc, ce serait peut-être conseillé de mettre dans votre contrat de fiducie une clause selon laquelle seuls les dividendes vont être attribués aux gens qui ont plus que 18 ans pour maximiser l'imposition dessus. C'est à peu près ça. Je vous remercie beaucoup.